présidente du groupe Europe Écologie Les Verts à Vitry-sur-Seine, membre de plusieurs conseils d'administration publique et militante au sein de 4 associations, Rachida Kabouri est une femme engagée sur tous les fronts. Sur Mizzen TV, elle nous raconte son parcours, ses valeurs et le sens de son engagement. C'est tout de suite, restez avec nous. Bonjour Rachida Kabouri. Bonjour. Bienvenue sur Mizzen TV. Merci de m'avoir invité. Je vous en prie pour une émission portrait où nous allons parler donc de votre parcours, de votre engagement et de votre expérience. Alors les auditeurs de Mizzen TV s'en souviennent peut-être, nous vous avions déjà rencontré il y a 3 ans au cours d'un colloque au Sénat consacré au CFCM. Vous avez fait du chemin depuis cette date et la lecture de votre CV est assez impressionnante en termes d'engagement. Donc je voulais vous inviter pour qu'on puisse un peu parler de votre expérience. Alors je vais peut-être commencer par là, rappeler un peu toutes les activités et tous les engagements qui sont les vôtres. Alors vous êtes conseillère municipale Europe Écologie Les Verts à Vitry-sur-Seine. Vous êtes aussi présidente du groupe Europe Écologie Les Verts, donc Vitry-sur-Seine, au conseil du territoire du Grand Orly-Seine-Bièvre, je crois. Vous êtes aussi membre dans différents bureaux et conseils d'administration publique. On va citer le CIPEREC, le syndicat intercommunal de la périphérie de Paris pour les énergies et les réseaux de communication, n'est-ce pas ? Vous êtes membre de la commission d'appel d'offres, la commission de délégation du service public, présidente de la commission de l'électricité, donc vous nous direz un mot un peu de toutes ces fonctions. Vous avez aussi siégé au conseil, vous siégez au conseil d'administration de la Caisse centrale d'activité sociale, c'est ça ? C'est ça le CCAS ? Le CCAS de Vitry. Oui, le CCAS de Vitry. Le CCAS de Vitry, oui. D'accord. Vous êtes aussi au conseil d'administration du GIP Ivry-Vitry, donc c'est la mission locale Oui, c'est le groupe d'intérêt public qui regroupe la mission locale, le PLI, le CERCI et le CLAGE. D'accord. Vous êtes aussi président du syndicat des marchés de France, Choisy-le-Roi, Vitry, Ivry, Alfortville et leurs environs. Et comme si cela n'était pas suffisant, vous êtes aussi engagé dans le tissu associatif, puisque vous êtes présidente de l'association Les Deux L, donc qui fait la promotion de l'égalité homme-femme, la lutte contre les discriminations, l'aide à l'accès aux droits, au logement, etc. Vous êtes coordinatrice et membre cofondateur du collectif interassociatif du Val-de-Marne et du pôle interassociatif des navigateurs à Choisy-le-Roi. Vous nous expliquerez aussi ce que c'est. Vous avez cofondé l'association Ne touche pas à ma République après les attentats de janvier 2015. Et vous êtes enfin membre de l'association Urgence Éducation. Donc j'ai oublié quelque chose ? On va rester là. D'accord. Alors ma première question c'est comment vous réussissez à cumuler autant de fonctions ? Alors tout d'abord il faut savoir que suite aux attentats de 2015, j'ai voulu m'engager sur le terrain parce qu'on a traversé un drame commun à tous les Français. Et il s'est passé une chose en 2015, et notamment surtout lors des attentats du 13 novembre, où je me suis présentée, j'ai été me recueillir sur la place de la République. Et là, il s'est passé un événement très fort que j'ai partagé avec beaucoup de Français. D'ailleurs, ça a été relayé par les médias internationaux. Ce jour-là, j'étais sur la place et j'étais la seule femme qui portait un foulard. Et les gens étaient très choqués de l'absence de la communauté musulmane sur la place. Ça n'a pas été perçu comme une provocation par certaines personnes, le fait que vous soyez là ? Alors, je vais vous raconter l'histoire. Ça a été digne d'une pièce de théâtre, mais avec beaucoup d'émotion. En fait, je suis venue pour ouvrir le dialogue. Parce que j'avais une envie, c'était de montrer qu'on était solidaires avec notre pays et qu'il ne fallait pas faire l'amalgame. Tous les musulmans ne sont pas des terroristes. Malheureusement, aujourd'hui, il y a plein de clichés qui se sont ancrés dans la société, qui fait qu'aujourd'hui, on ne voit que la coquille, pas l'intérieur. Donc ce jour-là, j'ai été agressée.
Ah, Oui, verbalement, par une... alors, comment ça a commencé? Le débat a commencé avec une Portugaise où, justement, on a commencé à parler du voile et elle m'a expliqué qu'au Portugal, sa grand-mère et les gens portaient le foulard, les femmes portaient le foulard. Et à côté de nous, il y avait une directrice d'école qui nous a entendus et qui voulait m'interroger sur la question du voile, donc je l'ai invitée, mais elle est venue avec l'intention de m'attaquer. Et donc là, est entré en scène un jeune homme qui lui a dit « Arrêtez d'agresser la dame ». Et puis c'est parti comme ça, en épingle, et les gens m'ont entouré. Et il y avait là un réalisateur corse qui a été mon interlocuteur. Et donc du coup, on a commencé à s'interroger sur la situation en France. Et là, du coup, toutes les personnes qui étaient autour de nous ont prêté l'oreille et on a discuté, on a partagé. On a vraiment crevé l'abcès, cet abcès, dans le sens où il y a un profond besoin de dialogue et de communication en France qui n'existe pas. Donc du coup, dans cette mêlée, on était vraiment à l'aise, on s'est retrouvés. D'ailleurs, il y avait une dame qui s'appelait Rachida comme moi, qui portait un chapeau et qui me pose la question pourquoi tu portes un foulard? Je lui rétorque mais pourquoi tu portes un chapeau? Et il y a tout le monde qui se met à rire et ils lui disent tu as tout à fait raison. On n'a pas à voir mon foulard autre chose comme un problème ou autre. Et donc les médias sont arrivés, nous ont filmés. Donc ça s'est bien terminé. Ça s'est super Ça a mal bien commencé, ça s'est bien terminé. Voilà. Et on est resté dans cette volée parce qu'on s'était fait une promesse, tous ces gens qui étaient là, on s'est fait une promesse de ne pas tomber dans ce piège de l'amalgame et de faire quelque chose pour notre société. Et je me suis engagée auprès d'eux. D'ailleurs, j'espère les retrouver un jour parce qu'on s'était vraiment promis de faire quelque chose pour notre société. Alors, je renouvelle ma question. Après après ce CV très très riche, comment, et ce sont des fonctions que vous occupez toujours actuellement. Ce ne sont pas des fonctions qui se sont cumulées dans le temps. Enfin, je veux dire que certaines que vous ne seriez plus en exercice. Et voilà. Donc, comment vous faites pour réussir avec le même temps, cumuler toutes ces fonctions? Comment expliquez-nous votre secret? Alors c'est beaucoup d'investissement personnel et c'est bénévole. J'occupe toutes ces fonctions à titre bénévole. Et ces fonctions-là, elles sont venues naturellement des problématiques que j'ai rencontrées sur le terrain. Je suis devenue présidente du syndicat des marchés, tout simplement parce que ma mère est traiteur sur les marchés et qu'elle a fait l'objet de discrimination. Et donc j'ai voulu l'aider. Et quand j'ai voulu l'aider, j'ai constaté que dans ce monde du commerce ambulant, malheureusement, il y avait beaucoup de discrimination. D'ailleurs, j'ai fait un procès au maire qui arbitrairement avait augmenté les places sans raison. Et les commerçants n'avaient aucun moyen de répondre. Donc du coup, on a créé ce syndicat, je l'ai présidé, je les ai aidés, on a intenté un procès au maire qu'on a gagné. À Vitry-sur-Seine, c'est ça? Non, à Choisy-le-Roi. À Choisy-le-Roi, pardon. À Choisy-le-Roi. Donc ce procès va coûter cher au maire. Et donc du coup, tous les commerçants étaient très contents. Et on est rattaché à la Fédération des marchés de France, qui est une grosse institution très connue en France, qui représente les intérêts des commerçants ambulants. Donc voilà, je suis restée dans ce monde-là et j'aide comme je peux. Et cette dimension sociale est très importante. Aujourd'hui, je vous donne un exemple, le fait d'être aussi au GIP, qui regroupe... Donc Ivry, Vitry, voilà. Mission locale, PLI, CCL, voilà. AJ. Donc la mission locale, on sait ce que c'est pour aider les jeunes à s'insérer professionnellement. Par exemple, le CERCI propose des chantiers d'insertion. Et souvent, qu'est-ce qu'on propose dans les chantiers d'insertion? C'est des métiers du bâtiment, des métiers dans le ménage. Donc, c'est des métiers qui, malheureusement, aujourd'hui, ne plaisent pas aux jeunes, qui n'attirent pas les jeunes. Alors, j'ai proposé, moi par exemple, dans certaines commissions, j'ai demandé est-ce qu'on peut proposer des chantiers d'insertion dans le numérique, dans le cadre de la transition énergétique. C'est des métiers qui sont d'avenir. Par exemple, dans la fibre optique, aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a 30 000
emplois qui sont vacants parce qu'il y a une insuffisance d'employés qualifiés dans ces domaines-là. Et du coup, dans l'associatif, l'autre volet où je On travaille, en parlera après, ouais. il y a des entreprises qui qui investissent dans l'associatif, dans des structures de formation pour former ces gens-là. Parce qu'il y a une demande, une forte demande. Et malheureusement, voilà, on ne trouve pas à Pôle emploi. Donc du social, Voilà, l'insertion des jeunes, les aides, des aides sur ce qui est les factures d'électricité par exemple, je crois. Oui, ça c'est juste c'est un aspect. Un aspect minime, mais par exemple, il y a des dispositifs qui sont proposés, notamment il y a des fonds qui sont proposés dans la transition énergétique. Oui. Et moi, par exemple, un constat que je fais, c'est qu'il y a des subventions qui ne sont pas consommées et qui pourraient être utilisées à destination des ménages en situation de précarité dans la sensibilisation à la transition énergétique. Ouais. Donc voilà, j'y travaille au sein du CIPEREC pour proposer des dispositifs. Un mot sur la transition énergétique, c'est quoi? On passe d'un modèle énergétique à un autre. Ce serait quoi ce nouveau modèle? Aujourd'hui, ce nouveau modèle, il faut qu'il soit respectueux de l'environnement. C'est par exemple avoir recours à différents modes d'énergie, par exemple le photovoltaïque. On appelle les énergies alternatives. Aujourd'hui, il y a une forte demande et les énergies vertes, il faut s'y mettre. D'accord. Urgence éducation, juste. Oui. Alors, urgence éducation, là, c'est le Covid qui est intervenu. Et justement, on a constaté tout un décrochage scolaire. Malheureusement, aujourd'hui, avec la fracture du numérique, l'accès au numérique, à cause du Covid, dans les quartiers QPV, on a eu des enfants qui n'avaient pas accès à Internet. Donc, c'est une catastrophe. Là, on n'en parle pas dans les médias. Mais c'est les grands sacrifiés cette année, c'est année scolaire Covid. C'est-à-dire c'est un stress pour les... on va récupérer avec les vacances, peut-être essayer de faire des cours de rattrapage, de remise à niveau. Disons que, je vais être honnête avec vous, je suis aussi membre des différents conseils d'administration de différentes écoles, collèges et lycées, où je m'investis. Et donc là, le retour qu'on a des professeurs qui sont très en colère parce qu'ils ont subi le stress de front, ils ont dû gérer des enfants stressés et dont le comportement est devenu très agressif comme notre société aujourd'hui. Elle est très violente, notre société. Et donc du coup, c'est pareil. Et malheureusement, l'éducation nationale n'a pas mis les moyens. Et en plus de ça, elle n'a pas innové. C'est-à-dire que certaines écoles, ils ont fait appel justement à des associations externes pour animer à l'intérieur des écoles, pour pas que les enfants stressent et soient de plus en plus agressifs. Il fallait les motiver, ces enfants. Et donc, il y avait aussi ce problème du devoir à la maison. Et donc, il n'y avait pas de cours à distance, malheureusement. Et quand on n'a pas accès à Internet, on ne peut pas avoir les cours à distance. Donc ça a été un constat. Et donc c'est Urgence Éducation, c'est un mouvement de plusieurs parents d'élèves. On s'est unis, on a lancé le mouvement, on a eu droit aux renseignements généraux, parce que comme il y avait des femmes en foulard, je ne connaissais pas, il y a les renseignements généraux de l'éducation nationale qui sont venus voir ce qu'on fait, parce que les mamans se révoltent. Il ne manquerait plus que ça, que vous aidiez les élèves en difficulté. Donc du coup, ça s'est super bien passé. Ils ont bien vu que les préjugés qu'ils avaient. Et ils sont donc maintenant des militants et des bénévoles de votre association. Les renseignements généraux font partie de... Régulièrement, on vient me voir, je prends le café avec eux, je les rassure, malheureusement. D'accord. Alors justement, un mot sur votre engagement politique, ça va faire le lien. Alors récemment, vous avez été sous les feux de l'actualité politique puisque vous étiez présidente d'un bureau de vote donc durant ces dernières élections, c'est bien ça, et vous avez été relégué à la fonction d'assesseur à cause de votre foulard, car une représentante de l'État ne peut pas porter de signes religieux, semble-t-il, au nom de la neutralité du service public. Plusieurs signalements ont été faits contre vous, vous avez été insulté, et la préfecture vous a obligé donc à être assesseur, car les assesseurs ne sont pas soumis aux mêmes contraintes étant désignées par les candidats.
Avant de nous raconter ça, je vais vous laisser nous raconter un petit peu cette anecdote, pardon. Et je voulais vous demander pourquoi avoir voulu être président du bureau de vote si vous saviez, enfin si la loi l'interdisait, est-ce que vous le saviez Alors, je ne le savais absolument pas. Il faut D'accord. savoir que les maires, vous avez eu écho à Marseille, il y a des bureaux de vote qui n'ont pas pu être ouverts à temps parce que faute de bras et de personnes qui s'engagent pour tenir des bureaux. Et je vous avoue que moi, le service de la mairie m'a appelé à la dernière minute. Ce bureau, je ne l'ai pas choisi, hein, parce il leur C'est la fallait mairie qui vous a demandé d'être Voilà, présidente? voilà, c'est la mairie La qui mairie m'a de de Vitry-sur-Seine? Ouais. Vitry. Donc, eux n'y voyaient pas de problème. Donc vous avez rendu service à la J'ai mairie de rendu Vitry? service à la mairie de Vitry qui avait besoin de monde parce que le maire a dû réquisitionner du monde pour ouvrir tous les bureaux. Près de 67%, je rappelle, pardon de vous Mm. couper la parole, 67% d'abstention à ces élections donc cantonales, Mm. donc départementales et régionales. Oui, 67%, c'est un record historique. oui, 80% dans mon bureau. À 80% dans votre bureau. Dans mon Ah ouais, bureau, 8 électeurs sur 10 ne sont pas Ouais. venus voter. Oui, dans mon bureau. D'accord. Et donc, du coup, je suis allée avec le thé, les gâteaux pour motiver tout le monde. J'y suis allée. Et puis, et ça s'est super bien passé. C'était bon enfant. D'accord. Parce qu'il faut tenir, hein, de 8h du matin jusqu'à 11h du soir. Hein. Donc, du coup, la grande surprise... donc, j'ai eu la commission qui vérifie la bonne tenue, la commission de contrôle des bureaux de vote. Ils sont venus, ils m'ont salué, ils ont salué tout le monde. Normalement, ils sont censés connaître la loi. Ils auraient dû m'en informer, je n'étais pas au courant. D'accord. Moi, ce qui m'a... Donc c'est un malentendu finalement. Voilà, Enfin, pour vous, vous ne le non, saviez pas? C'est pire que ça quand même. Moi, ça m'a exposée parce que je sais la violence. Vous savez, sur le terrain, notre association elle lutte contre les discriminations, toute discrimination. Et je sais qu'aujourd'hui, on est exposé. Moi, je suis souvent agressée à cause de mon foulard, mais bon, aujourd'hui, on en a l'habitude. Les discriminations, elles sont à tous les niveaux. Je vois mes sœurs, elles ne portent pas le foulard, hein, mais les discriminations, elles sont réelles. Hein. J'ai ma sœur qui a fait des études pour devenir psychologue. Elle m'a dit que son parcours, ça a été une catastrophe parce qu'il y avait ces discriminations. Elles sont là, ces discriminations. Tout le monde les subit, mais on n'en parle pas. Mais donc du coup... Donc la mairie fait appel à vous, vous demande de voilà. venir, vous acceptez, vous venez. Tout est en place et il y a une personne qui vient, qui ne vote pas à mon bureau, une personne âgée, et qui commence à m'insulter. Intégriste, islamiste. C'est violent. C'est vraiment violent. Heureusement que j'ai eu le soutien de tous les membres du bureau qui étaient choqués autant que moi. Et le pire, c'est que 1 heure après, alors, entre-temps, il y a un photographe qui vient. J'ai eu l'intelligence de lui dire, alors vous ne me photographiez pas, parce que si dans votre base de données, je vais faire... ils vont faire de moi qu'une bouchée dans les réseaux sociaux. C'est le cas, hein, parce que vous avez les gens du Front National qui disent, voilà, alors le foulard, le béret, c'est typiquement français, mais le foulard, c'est pas typiquement français, mais un foulard, je suis désolée, les plus beaux foulards sont fabriqués par les grands couturiers français. Donc si j'ai pas le droit de porter un foulard français sur ma Christian tête, Dior, foulard... voilà, donc ça peut passer finalement. Si c'est un moyen de... D'accord. Voilà, D'accord. ça passe, mais bon, comme voilà, j'ai pas la bonne tête. D'accord. Voilà, je peux pas porter. Les foulards, c'est typiquement français aussi. La mairie vous a soutenu dans cette, Oui, dans cette affaire? Ce qui est étonnant, c'est que j'ai eu le soutien de beaucoup de gens, de toutes parts. Et ce qui est terrible, c'est que beaucoup de jeunes, parce que dans le milieu associatif, surtout le réseau associatif que je dirige, les jeunes ont été choqués. Et beaucoup m'ont dit, c'est pour ça qu'on ne va pas voter. Certains m'ont dit, moi je suis partie voter nul, pour les nuls. Parce que comme les blancs ne sont pas comptabilisés, je prends un bulletin, je le raye, comme ça les nuls, je montre que je suis présent. Mais il y en a ras-le-bol. Aujourd'hui, ce taux d'abstention, en fait, c'est une résignation
et c'est aussi une fracture, c'est un signe de fracture de la France, c'est une en plusieurs France, dont certaines ne veulent pas des autres. Moi, c'est quoi? Je dirais plutôt qu'aujourd'hui, on est dans une période charnière. C'est-à-dire aujourd'hui, on le voit dans les classes politiques, il y a une implosion, hein, croyez pas, il y a des divisions à l'intérieur des partis, où justement on a des nouvelles générations de politiques qui sont en phase avec leur époque, et vous avez le vieux monde qui veut rester, qui s'accroche à son siège. D'accord. Vous voyez? D'accord. Donc, d'où c'est très difficile, hein, de s'imposer quand on est jeune avec de nouvelles idées et tout ça. Donc c'est très compliqué. C'est pour ça qu'à droite, vous avez des figures qui se détachent de leur parti historique. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, voilà, il y a un moment, il faut se renouveler. Il faut répondre aux attentes de son époque. Et les jeunes, ils ont compris ça. Je vous donne juste un exemple aujourd'hui. Moi, j'aide beaucoup de jeunes à monter leurs associations dans les quartiers parce qu'ils traînent malheureusement ce cliché de garçons voyous. Si on leur donne des locaux, ça va être un point de deal ou autre. C'est pas vrai. Il y a beaucoup de jeunes qui veulent s'en sortir. Et des fois, moi, dans le cadre du projet d'insertion professionnelle, parce que j'ai des partenaires comme, en fait, nous, c'est du package, on leur propose. On a des partenaires comme l'ADI, qui fait du microcrédit. On finance leur création d'entreprise. Vous avez financé beaucoup de créations, à travers l'ADI, vous faites le lien. Il y a eu beaucoup comme ça de financement de création d'entreprise? Nous, notre manière de travailler, c'est qu'on travaille avec plusieurs associations. Par exemple, l'ADI est dans son domaine, elle finance les projets. C'est des projets pour les personnes qui n'ont pas accès au crédit. Donc tous les créateurs d'entreprises, elle les accompagne pour les former, pour payer en assurance aussi, elle fait des tarifs en assurance, pour le permis, pour le véhicule, donc vraiment c'est un partenaire clé quand on veut se lancer, mais pas seulement, il y a d'autres associations, Création Omnivore qui a lancé une opération à destination des femmes, créatrices d'entreprises. Donc, c'est des partenaires aussi avec qui on travaille. Il y a une pérennité de ces entreprises qui sont créées. Elles réussissent à survivre fait. économiquement dans leur environnement. Alors, en fait, je travaille avec... on a des bénévoles, des retraités, comptables, financiers, anciens chefs d'entreprise qui accompagnent. Donc, du coup, soit vous savez... Pour les jeunes, moi, ce que je leur propose, c'est les marchés. C'est vrai que, entre guillemets, voilà, je connais les procédures. D'accord. Je suis à différentes commissions des marchés. Donc, je leur explique, c'est simple. Vous allez faire vos achats au Aubervilliers chez les grossistes. Il y a des aides à la création d'entreprises, surtout quand on est au RSA. Il y a plein d'aides. Il faut juste aller les chercher. Et souvent, on ne sait pas aller les chercher. C'est ça. Et souvent, les jeunes, ils ont une phobie de la paperasse. Donc, nous, on est là justement pour les aider. Et pour les autonomiser aussi. Voilà. Et en fait, il ne faut pas les assister, quoi. Non, on ne les assiste pas. Ils sont demandeurs. Ils sont demandeurs. Seulement, il n'y a pas de dispositif clé. Aujourd'hui, au GIP, moi, le constat que j'ai fait, par exemple, au GIP, le PLI, qui est un dispositif d'accompagnement des plus de 26 ans, c'est pareil. Il n'y a pas quelque chose de concret, d'efficace, de pragmatique, qui va répondre aux attentes réelles des jeunes. Les jeunes, ils ont besoin de concret, c'est-à-dire d'un accompagnement terrain. On leur donne une feuille de route. Moi, je fonctionne en termes de feuille de route. Pour tous, un programme, et ils vont avec leurs feuilles, ils vont taper aux bonnes portes, parce que c'est avoir la bonne information et le bon lieu à solliciter. Et les gens, ils font tout seuls. Et donc là, ça a été, pour beaucoup de jeunes, plutôt que d'aller pointer au chômage ou au RSA, créer son propre emploi, ça a été un atout, d'autant plus qu'en France, on n'a pas cette culture de l'entrepreneuriat. On a tendance à toujours avoir le prolétaire et le patron. On a un problème aujourd'hui. Aujourd'hui, on oppose le patronat au monde salarié, et moi, j'ai grandi dans les quartiers difficiles, mais j'ai été salariée, mais j'ai rêvé d'être mon propre patron. C'est tout à fait normal. On n'est pas des prolétaires à vie. Et c'est cette culture-là qu'on impose aujourd'hui.
Alors qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui aspirent Donc vous encouragez les jeunes à à devenir leur propre patron voilà, et à l'autonomie, à être autonome économiquement et créatifs, financièrement. et innovants. Et Par apporter exemple, une valeur ajoutée. voilà, aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes, c'est des youtubeurs, ils gagnent bien leur vie. Mon fils, il m'a dit, maman, il a pris sa voie informatique parce qu'il est intéressé par ce monde-là. Et c'est vrai, il faut les entendre, il faut les écouter, ces jeunes. Ouais. Il faut les accompagner. Donc du coup, aujourd'hui, on a, par exemple, là, dernièrement, 3 jeunes qui ont monté une association Vitry Urban e-sport, Ouais. du e-sport. Bon, ma génération, on ne connaît pas. Mais du e-sport, il y a des débouchés, des métiers, il y a des jeunes qui se font des salaires faramineux, parce que c'est les nouveaux métiers de leur époque. D'accord. Donc si on ne les aide pas, on ne les accompagne pas dans ces métiers-là, comment vous voulez qu'ils avancent? Les anciens ont un regard, en fait leur logiciel il est démodé. Il faut les ouvrir sur ces métiers, Voilà. il faut qu'ils les sachent, il faut les informer là-dessus. Tout à fait. Aujourd'hui, on est en train de travailler sur des projets d'école du numérique et de la transition énergétique, notamment pour développer le service civique. Dernièrement, moi, dans le cadre du pôle interassociatif, on avait pris des jeunes du service civique. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont été chez les familles. Ils ont mis en place, ils ont monté une vidéo comment faire des économies d'énergie à la maison. Comment utiliser une plaque électrique. Parce que quand on met une petite casserole dans un grand feu, on perd de l'énergie. C'est des petits gestes tout bêtes. Ouais, mais qui ont des conséquences sur la écologiques. facture. Sur la Voilà, facture, ouais. c'est ça. Sur la facture déjà. Ouais. Et Et puis, après aussi écologique. Et Ouais. puis, nous, on a cette éducation à l'écologie qui est un enjeu fondamental aujourd'hui. D'accord. Aujourd'hui, dans les quartiers populaires, les gens sont déjà écolos. Parce qu'on a cette problématique-là. Oui, de faire des économies parce que c'est difficile de payer. Voilà. Les fins de mois sont difficiles, donc il faut éviter de dépenser. Pas de alimentaire, Voilà. l'électricité. Voilà, c'est une question de connaissent. survie économique. Quoi. Voilà, c'est Ouais. par nécessité. Ils sont écolos avant l'heure. Donc, il faut accompagner cet élan-là et les aider et donc les sensibiliser. Et ils sont demandeurs, surtout les mamans. Surtout les mamans, elles sont. On travaille avec d'autres associations au fil de l'eau, qui ont des bateaux. Et donc, ils ont fait des expositions sur ces thématiques-là. On avait les mamans qui sont venues avec leurs poussettes et tout. On a parlé de potager mobile dans le quartier pour animer. C'est ça le lien social. Aujourd'hui, on ne sait plus vivre ensemble. Ouais. C'est ça qu'il faut réapprendre. Alors justement, on va changer de sujet, mais Oui. on est dans la même idée. Donc Rachida Kaboury, il y a 3 ans, vous avez rencontré, donc je le disais tout à l'heure, au cours d'un colloque au Sénat sur le CFCM. Voilà ce que vous disiez à l'époque sur la place des femmes dans les institutions musulmanes. On vous écoute. J'ai assisté aux assises de l'islam qui ont été organisées par les préfectures. Et donc, un certain nombre de constats ont été faits, positifs comme négatifs. Et je pense que cette initiative était nécessaire pour nous, la communauté musulmane, parce qu'elle nous renvoie un peu à nos défaillances, mais aussi, c'est l'occasion de nous donner aussi la parole qui n'est pas souvent donnée par les médias. Au contraire, dans les médias, il y a un courant qui est anti-islam, et donc ils n'ont pas forcément les bons interlocuteurs, et notamment aujourd'hui on est assez content de certains dirigeants, représentants de l'islam qui osent dire les choses telles qu'elles sont et se remettre en question. Notamment par exemple, moi la question de la place de la femme était une question fondamentale. Elle est l'image que nous progressons, d'autant plus qu'elle n'est pas en contradiction avec l'islam, puisque les textes coraniques sont inclusifs et la place de la femme n'y est pas oubliée. Donc c'est plutôt les hommes d'aujourd'hui qui écartent les femmes de leurs fonctions naturelles qui sont déjà là. Elles sont juste invisibles, mais sur le terrain, dans le milieu associatif, elles sont là. Elles donnent beaucoup de leur temps et le plus souvent, leur apport, cette plus-value sociale, économique, n'est pas prise en compte. Et sans elle, il n'y aurait pas d'islam en France. Alors, au cours de ce colloque, certaines annonces avaient été faites.
Anouar Bibesh, à l'époque, avait parlé de proposer des quotas de 20 à 30% de places réservées aux femmes dans les CRCM, les conseils régionaux du culte musulman. Il n'en a rien été. Alors, est-ce que ce sont les institutions musulmanes de France qui sont interdites aux femmes, j'ose le mot, ou est-ce que ce sont les femmes qui s'en désintéressent et ne veulent pas y mettre les pieds? Alors, moi je dirais que c'est autre chose. Parce que aujourd'hui, ces institutions-là ne représentent qu'eux-mêmes et les personnes qui les occupent. Ils ne représentent pas les Français de confession musulmane. Moi, je fais partie de la 3e génération. J'ai grandi dans la laïcité, c'est des valeurs que je défends. J'ai grandi, le foulard, je le porte que récemment parce que j'ai cette recherche spirituelle qui est de mon droit. Bien sûr, c'est ça la laïcité, c'est la liberté de conscience. Mais moi j'ai grandi avec des potes à l'époque, ils étaient juifs, chrétiens, musulmans, on mangeait ensemble, on riait ensemble, on grandissait ensemble. Moi je pense que depuis la Coupe du Monde de 98, on a perdu quelque chose. Ça s'est cassé, parce qu'avant il y avait la diversité. Le Front National n'avait aucun impact dans notre société. D'ailleurs, quand il y a eu, je me souviens, j'étais avec des amis quand il y a eu Le Pen contre Jacques Chirac, on était à une soirée et ça a été violent pour nous les jeunes de voir Le Pen prendre place. Mais après, par la suite, voilà, ça s'est estompé. Parce que le racisme était contrecarré. Parce qu'en face au racisme, il y avait de l'engagement citoyen qu'on ne retrouve plus aujourd'hui. Aujourd'hui, la parole xénophobe s'est libérée, c'est banalisé. Pourquoi ? Parce que face à elle, elle n'a pas un contre-courant. Les gens positifs, les gens humanistes qui étaient là dans le partage, dans l'intergénérationnalité, dans l'interculturel, dans l'interreligieux. Moi, j'ai connu ça. Et alors, pour revenir sur le CFCM, alors CFCM, sur les institutions musulmanes de France en général, d'ailleurs, on parle du CFCM, mais on pourrait parler de toutes les institutions musulmanes qui existent en France. Voilà, comment vous expliquez donc là, on parlait de ces quotas qui n'ont jamais eu lieu. Voilà, quelle est votre position? Qu'est-ce que vous pensez de ça alors? Il faut savoir que moi, je ne suis pas venue au CFCM, c'est le CFCM qui est venu à moi. Et c'est en participant aux assises de l'islam de France qui étaient lancées à cette époque-là. Et donc, l'État français voulait aussi consulter tous les... Cazeneuve, c'est Bernard Cazeneuve, je crois, oui, les assises territoriales de l'islam de France. Voilà, tout à fait. Quand ça a été lancé, l'idée qui était bonne, c'était de consulter les musulmans de France, que ce soit ceux issus de la société civile, tout comme... ceux qui représentent les mosquées, les associations musulmanes. Tout ça, les associations au niveau local. Voilà. Donc moi, par mon ancrage associatif, donc j'ai été invitée par le préfet du Val-de-Marne et j'ai été choquée parce que ce jour-là, j'y suis allée avec une amie orthophoniste on était 2 femmes parmi les 46 représentants des mosquées du Val-de-Marne. Ça m'a choquée. Je ne vous cache pas, ça m'a choquée. Donc ça m'a intéressée, ça m'a interpellée et je me suis engagée dans ces assises et participé, d'où mon intervention et mon clash au Sénat sur la place des femmes dans les mosquées. Et donc du coup, cette annonce faite par Anouar de 20%, moi... Anouar Bibesh, voilà, oui, tout à fait. Anouar Bibesh, j'y croyais. Je me suis dit, ah bah tiens, de toute façon, notre religion est la seule religion qui autorise la femme à participer à toutes les instances. Parce qu'au temps du prophète, les femmes étaient consultées, que ce soit dans les assemblées, dans les conseils de guerre, comme dans les conseils des sages et tout ça, la femme était consultée. Elle participait à la société civile. Mais là, ces 20%, en fait, c'était un mensonge. Parce que quand j'ai intégré le groupe des femmes, c'est un groupe des femmes déjà où on n'était que des femmes, et il n'y avait que Anouar Bibesh qui était parmi nous. Donc déjà, ça m'a posé problème. Je me dis, non. Vous étiez isolés, vous voulez dire? Voilà, on était isolés. Je me dis, déjà, si on a cette démarche d'avoir 20% au sein du conseil d'administration du CFCM,
Mais on nous... Il y avait les CRCM aussi, ils disaient un quota, c'est-à-dire tous les conseils régionaux du culte musulman. Oui, c'est que du blabla. Moi, c'est le CFCM. Le CFCM, c'est le CFCM de Sarkozy. C'est pas celui des musulmans de France. Nous, on n'a pas été invités par quelque processus que ce soit de participer à la construction d'une instance censée nous représenter sur... C'était un effet d'annonce voilà, alors, c'est ça? C'était un effet d'annonce. Donc moi, je ne suis pas restée dans ce groupe de femmes, parce que moi, je n'aime pas les clivages. Et donc j'ai quitté le CFCM. Je me suis engagée aux côtés de mon ami Galeb Benchir, président de la Fondation de l'Islam de France, qui a lancé... qui vient d'être réélu là récemment. Oui, qui avait lancé à l'époque les universités itinérantes de l'islam. Il m'avait sollicité pour lancer sa première édition sur Choisy-le-Roi, ce qui a été fait. Et donc j'ai aimé son approche parce que la fondation voulait aborder la question de l'islam sur un plan scientifique, historique, et non pas du religieux tel que c'est fait au CFCM. Oui, c'est la vocation de la FIF d'ailleurs, hein. C'est quelque chose de culturel et pas de cultuel. Et ce que j'approuve, parce que le religieux, c'est quelque chose qui revient à la sphère privée. Et on ne peut pas faire n'importe quoi. Après, il faut aussi des pôles consacrés à la religion, même dans la société. Comme il y a des institutions, vous trouvez l'Église, vous avez des institutions qui réunissent des institutions épiscopales, etc. Vous trouvez des choses. Donc c'est normal qu'il faut qu'il y ait des pôles religieux, mais après, il peut y avoir aussi d'autres pôles. Merci d'aborder ce sujet. Ouais. Vous avez mis le doigt sur le cœur du problème. C'est qu'on n'a pas d'institution. On n'a pas mis, nous, les Français et étrangers de confession musulmane, on n'a pas mis les moyens. Quand on voit les autres institutions religieuses, ils sont organisés. Je vous donne juste un exemple. Ils sont installés depuis très longtemps en France, ils ont eu le temps de le faire. Nous aussi, on est installés, mais on ne se donne pas les moyens. Excusez-moi, moi, j'ai appris la langue arabe à la maison. Je me souviens quand j'étais au CP, on avait des cours d'arabe le mercredi après-midi quand il n'y avait plus personne. Déjà, on était mis de côté pour apprendre l'arabe. Mais c'était l'école française, l'éducation nationale qui s'en chargeait. Et c'était bien. Mais après, ça a été retiré. Donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé? On a les écoles à la mosquée. Or, à la mosquée, c'est du n'importe quoi. Je vous dis honnêtement, c'est du business, d'une part, et on n'a pas forcément un programme qui est clair et c'est plutôt ça, ouais, c'est plutôt ça. C'est moins professionnel, quoi. C'est pas. On est dans le bricolage. Voilà. Donc c'est pas normal. Moi, à un moment, j'ai essayé avec mes enfants. Mon fils est revenu, il me dit « Oui, maman, il y a un problème, voilà ce qu'on m'a dit sur les autres et tout. » Je dis « Oh, on va arrêter. » Moi, si j'emmène mon fils, c'est pour apprendre la langue de ses origines. Parce que quand on part au pays, je ne vous dis pas la fracture là-bas qu'on vit. Quand vous ne parlez pas votre langue maternelle, là-bas aussi, on est vu, on est exclu. Donc c'est une double sanction. Et aujourd'hui, alors, on est incapable, nous, les musulmans de France, de mettre les moyens pour avoir des vraies écoles qui n'ont rien à voir avec la mosquée. La mosquée, c'est un lieu de prière, c'est tout. Aujourd'hui, on donne de l'importance aux imams, où on a l'impression qu'on est en train de fabriquer un clergé, alors que en islam, c'est interdit. Un imam, il est là pour faire le prêche et conduire la prière, c'est tout. Il n'est pas là pour me dire ou me conseiller sur mon projet de vie ou autre.
Oui, après le problème c'est plus la compétence parce que les mosquées peuvent être des lieux aussi ouverts sur la cité avec des fonctions de soutien scolaire, des fonctions humanitaires. Rien ne l'interdit. Simplement, c'est plus un problème de compétence. Même l'enseignement, ça pourrait y être si c'était des lieux compétents, s'il y avait de la compétence. Oui, donc mais après, ça demande des moyens, ça demande de la formation et c'est autre chose. Si c'était pas opaque, dans le sens où aujourd'hui les associations qui dirigent les mosquées ne sont jamais renouvelées, c'est toujours les mêmes qui y siègent. Donc c'est pas normal, il n'y a pas cette ouverture sur les autres, il faut que chacun participe et qu'on se donne les moyens. Aujourd'hui, en participant aux assises... Donc les assises, voilà. Les assises, il y a... alors, la première fois, on n'était que 2 femmes. La préfète nous a demandé de faire venir plus de femmes à la prochaine édition. Je suis venue avec une dizaine de femmes, toutes diplômées. Il y avait nutritionnistes, orthophonistes, juristes, avocates et tout. On était là. Et malheureusement, donc, il y avait 3 tables rondes, bien sûr, la table ronde de la gouvernance, parce que, sous-entendez, vous gouvernez mal. Il y avait la table ronde sur le financement, sous-entendez, c'est très opaque dans les mosquées. Et puis, il y avait la 3e table ronde qui concernait la formation des imams, qui est légitime aujourd'hui. On ne veut plus, nous, en tant que citoyens français qui parlons le français, d'imams qui viennent du bled, qui sont complètement déconnectés. Oui, mais vous savez très bien qu'il y a un problème de statut de l'imam, parce qu'il n'y a pas de statut social de l'imam. Donc aujourd'hui, les gens, vous ne pouvez pas leur proposer, vous ne pouvez pas leur demander d'être imam, de se former, etc., alors qu'ils n'ont pas de statut social, ils ne pourront pas travailler, ils n'auront pas de sécurité sociale. Vous voyez, il n'y a pas de statut. Oui, c'est pas juste... Excusez-moi, mais c'est à nous... C'est-à-dire il faut prendre en charge ce problème. Moi, j'ai grandi avec des amis de confession juive et chrétienne, et je me suis intéressée, moi je partage beaucoup, il m'arrive avec des amis d'aller à l'église où je partage avec la communauté. Donc dialogue interreligieux. Dialogue interreligieux. Et ce que je vois, c'est qu'ils mettent les moyens. Il faut savoir, c'est pas à l'État de mettre les moyens, c'est à nous il y a énormément de dons qui sont faits aux mosquées, mais qu'est-ce qu'on en a fait? Qu'est-ce qu'on a construit avec cet argent, avec ces dons? C'est facile de gérer. Moi, je gère une copro. Je suis syndic bénévole. C'est encore un de mes foulards sur la tête. C'est gérer une mosquée, c'est comme gérer un immeuble. Ça doit être clair et transparent. Et on doit rendre des comptes à la fin de chaque année. Ça, on ne l'a pas. On ne sait pas où va l'argent. Aujourd'hui, je vous dis honnêtement, moi, je ne donne pas aux mosquées. Je ne fais pas de dons aux mosquées parce qu'il n'y a pas ce retour, il n'y a pas cette transparence que normalement notre religion exige. C'est une démarche d'excellence. On ne l'a pas. Aujourd'hui, il y a une méfiance aussi des Français de confession musulmane vis-à-vis des mosquées parce qu'il n'y a pas ce lien de transparence et de participation et c'est toujours fermé. C'est un problème de compétence aussi, de conscience, etc. C'est pas forcément de c'est pas forcément, il faut pas forcément y voir de la malhonnêteté ou quoi que ce soit. C'est pas une culture d'entreprise, c'est pas une culture de gestion qui est forcément intégrée par tous les responsables. Alors laissez-moi terminer la 3e édition des assises là aujourd'hui, parce que là quand on est venu nous les femmes, on a débattu autour de la table de la gouvernance. Il y avait un représentant du ministère, un ingénieur, qui nous expliquait la réglementation. Apparemment, aujourd'hui, les mosquées se constituent en SCI. Or, une association loi 1905 ne peut pas prendre part à une SCI. Donc, c'est une problématique. Après, est-ce que c'est anecdotique ou est-ce que ça existe certainement, mais... Oui. Voilà. Ils expliquaient le contexte juridique. D'accord. Nous, les femmes, on a été force de proposition. On a proposé une autre structure juridique, plus participative, où justement, on scinderait en deux les associations loi 1901, où là, dans ce cadre-là, on peut faire comme font dans le cadre des églises, et on peut faire de l'humanitaire. Il y a une transparence. Il faut qu'il y ait cette lisibilité vis-à-vis qui s'intègre aux exigences de la loi française.
Donc les structures loi 1901 peuvent servir à tout ce qui est action, œuvre humanitaire, les écoles, monter des écoles et autres. Mais par contre, loi 1905 ne servirait que à la gestion pure et dure des mosquées. Des mosquées. Ouais. Et on ne mélangerait pas. Bah, c'est la politique qui est actuellement menée par le gouvernement de manière un peu autoritaire, malheureusement. Alors, mais bon, en tous les cas, c'est un autre sujet. C'est une attente. Excusez-moi, c'est une attente. Nous, le problème, c'est que déjà, en interne, on ne s'entend pas. Lors de ces assises-là, on a été, nous, les femmes, force de proposition. Et cette année, figurez-vous que nos interlocuteurs, représentants de mosquées, ont demandé à la nouvelle préfète. Alors là, c'est un ami qui, à chaque fois, c'est grâce à lui qu'on a pu participer à ces instances. Ils ont demandé à ce que les femmes ne participent pas. Pardon. En raison... Ils l'ont demandé à une femme. Voilà, ils l'ont demandé à une femme, au motif que la crise sanitaire ne permet pas d'inviter tout le monde. Et eux ont dit, si vous invitez les femmes, il faut inviter tout le monde. Or, la préfète, elle ne peut pas. Donc du coup, pas de femmes cette année. C'est que ces messieurs qui restent. Et c'est une honte. Moi, je vous dis honnêtement, c'est une honte. Ouais. Moi, j'aimerais bien qu'on fasse d'abord le ménage devant chez nous, avant de critiquer certaines politiques. Les Français, ils sont en attente. Ils sont en attente de dialogue. Vous aviez parlé d'une structure dans le reportage qu'on a montré il y a 3 ans. Hein, donc vous aviez parlé de monter une fédération pour porter la parole des femmes musulmanes. Hein, c'est bien ça? Alors, où est-ce que ça en est? Alors oui, elle était bien accueillie par le ministère, parce que le représentant du ministère de l'Intérieur m'avait dit, si madame vous vous engagez sur cette voie, vous serez la bienvenue. Et en fait, ce que j'avais proposé, c'était, parce que toutes les fédérations actuelles musulmanes, c'est des fédérations d'hommes. Hein. Il y a la place de la femme, elle n'y est pas. La femme, il faut savoir, elle est bonne pour faire le ménage dans les mosquées, pour préparer les repas et tout, mais participer à l'administration, ça, il n'y a pas sa place. Elles sont très peu. Les femmes qui sont présentes sont très peu, et c'est des femmes très engagées, et elles font du forcing. Le problème aujourd'hui, c'est que sur cette structure-là, moi, je voulais quelque chose d'inclusif. C'est pour ça que je l'ai appelée la Fédération nationale des musulmanes, avec musulmanes, un mot inclusif, qui inclut à la fois les hommes et les femmes. Et donc l'idée, c'était qu'on puisse participer avec les autres fédérations, parce que figurez-vous que le CFCM avait lancé son premier congrès national à Paris. Il y avait Valérie Pécresse, le ministre de l'Intérieur, tout le monde était invité. Et il y avait une dizaine de fédérations qui ont pris la parole, mais parmi les dizaines de personnes qui ont pris la parole, pas une seule femme. Mais quelle image on donne? Après, on s'étonne qu'on dise, oui, l'islam, c'est pas... elle fait de la femme une femme soumise. C'est faux. Ouais. C'est totalement faux. Mais ça arrange certains hommes musulmans parce qu'on confond la culture avec l'islam. C'est deux choses. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui règne? C'est l'ignorance de l'islam. Bon, mais ça, c'était programmé. Hein. C'est parmi les prédictions du prophète. Aujourd'hui, l'islam tel que nous le connaissons et qui est dans les livres d'histoire n'est pas l'islam dans l'imaginaire des gens d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on fantasme. Il y a un décalage, quoi. Il y a un décalage total. Très bien, ce sera le mot de la fin de cet entretien. Merci à vous, Rachida Kabouri, d'y avoir participé. Hein. Merci aussi à nos auditeurs de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Mizan TV si ce n'est pas déjà fait. Et aussi à nos pages Facebook, Twitter. N'hésitez pas à liker et partager cette vidéo. Donc Mizan TV n'existe que par votre soutien. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission sur Mizan TV. À très bientôt, merci.